Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise d'ici qui, depuis plus de 125 ans, fabrique et distribue des outils de jardinage et de coupe, des outils à main et des solutions modulables de jardinage. La qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Bonjour tout le monde, c'est un grand bonheur de vous retrouver à Radio Légumes et compagnie. C'est vous la compagnie, c'est vous Bertrand Dumont aussi. C'est nous, c'est tout le monde. Salut Bertrand. Bonjour Janine. Il y a de l'action dans le potager, mon cher ami. C'est fou. Il y a des combats à ras des pâquerettes et puis il y a des C'est pas à ras des combats... pâquerettes, hein, c'est à ras des laitues. Ah! Puis il y a des attaques aériennes aussi. Oui. OK? Alors c'est ça, on est en pleine bataille. À droite, les attaques terrestres. À gauche, les attaques volantes. Ah oui, bon, c'est une manière de présenter les choses. Donc, on va vous parler des charançons, qui sont des insectes ravageurs terrestres, et des mouches, qui sont des insectes ravageurs volants. Hey, vois-tu, quand je dis qu'il y a de l'action, Il y a de en l'action. hein? Ouais. Alors, comment se manifestent les charançons qui font partie de l'armée de terre? L'armée de terre, c'est ça. Ah, OK, l'armée de terre, l'armée de l'air. Oui, OK, c'est une manière de voir les choses. Donc, sur les racines, ils vont pratiquer sur les racines de minuscules tunnels qui s'enfoncent de plus en plus profondément dans la racine. Vous pensez bien que s'il y a des petits tunnels dans la racine, ça va empêcher la racine de fonctionner normalement. Et donc, les feuilles sont plus ou moins dévorées. Hein, donc, ça dépend parce qu'il y a plusieurs sortes de charançons. Là, je vous fais un bloc charançon, mais il y a différentes sortes de charançons. Et les fruits, il y a des charançons de la prune, par exemple, ou de la pomme qui sont troués. Okay? Il y a des trous dans les fruits. Donc, quand vous voyez des trous sur les fruits, des feuilles dévorées, puis que vous allez regarder les racines pour les légumes racines, vous vous rendez compte que là, il y a des charançons. Alors, on appelle ça un champ de bataille dans le potager. Oui. Et ça s'appelle des tranchées. Si on veut. Presque. Si on veut. Presque. Alors, le camouflage que va prendre notre armée de terre, Alors, notre cher charançon... Ça varie selon les espèces, Oui. là, mais en général, les œufs sont de couleur blanche à la ponte, puis deviennent brun jaunâtre, puis noir selon les espèces. Les larves ont une tête brune pâle avec un corps qui est blanc crème et sans pattes. C'est joli donc quand ça, même. c'est les larves les plus... OK. Et les adultes ont un corps brun rougeâtre et noir, ou noir recouvert de poils robustes ou d'écailles. Mais surtout, ce qui est particulier, c'est le rostre. Donc, c'est une longue petite tige avec un suçoir au bout, quelque chose qui va permettre de retenir ce qu'il va vouloir manger, la partie de feuille, et donc il va pouvoir la porter jusqu'à ses mandibules. Okay? Oh mon Dieu! Donc c'est un long rostre que quand vous avez vu une photo de charançon une fois, vous comprendrez ce que je veux dire. Là. Mm-hmm. Vous irez taper charançon sur Internet, vous verrez le long rostre du charançon. Et à quelle plante le charançon s'attaque? Ça ne pas encore une liste, là? Alors, ben oui, je vais te sortir une petite liste. Non. Pour les racines, c'est les carottes, les céleris, les panais, les navets, la nette et le persil. Okay, donc, ils vont manger les racines de ces plantes-là. Pour les feuilles et les graines, c'est les haricots et les pois, notamment le charançon qu'on appelle la bruche de haricot. Et pour la petite histoire, on a découvert que tous les haricots venaient, même si à travers le temps, ils ont pris toutes sortes de noms, les haricots, comme les haricots d'Espagne. Les haricots viennent tous d'Amérique du Sud parce que la bruche du haricot n'était présente au début qu'en Amérique du Sud, donc on s'est rendu compte que c'est de là qu'ils arrivaient. OK, donc par déduction, par les insectes qui les attaquent, ils ont été capables de retrouver l'origine. Donc tout ce qui fou, porte hein? le nom de haricot, mais qui n'est pas des vrais haricots, ne sont pas attaqués par la bruche du haricot, donc ne viennent pas d'Amérique du Sud. Comme les fèves, par exemple. Mon Dieu, dans le fond, l'être humain est très intelligent. Ben oui. Faire ses déductions. Puis les fruits? Les fruits, les poivrons, les aubergines, les tomates, les cerises, les pommes, les prunes, les bleuets en corymbe, les poires et les amélanchiers. Mais tu sais, il y a déjà eu des listes pires que ça. Oui.
Oui, tu nous as fait beaucoup plus peur que ça. C'est quand même impressionnant. C'est quand même mais impressionnant. bon, alors connaître l'ennemi, c'est un peu prendre une certaine avance sur lui. Le cycle de vie des charançons des fruits, OK. tiens. Je précise des fruits, hein. Il faut bien Oui. s'entendre des fruits. Donc, il y a plusieurs générations par année selon les conditions climatiques, bien sûr. Certains de ces espèces-là ne survivent pas aux hivers du Québec, donc ils vont être apportés ils vont arriver un petit peu plus tard dans la saison. Les pontes des œufs se fait à l'intérieur des bourgeons floraux et des jeunes fruits. Oh, c'est pas bon signe, C'est ça. pas bon signe. Donc, pour ça que c'est important de dire que c'est pour les fruits. L'éclosion se fait de 3 à 5 jours plus tard. Donc, les œufs sont pondus et ça va assez vite. Dès l'émergence, les arbres perforent des trous pour avoir accès à l'intérieur du fruit et s'alimenter. Donc, il est déjà un petit peu... il est à la surface du trou, mais ça veut dire qu'il va aller plus profond dans le trou. OK? Les larves vont consommer la chair ainsi que les graines des fruits pendant environ 2 semaines avant d'atteindre leur maturité. Il y a une petite pupaison qui va se faire et les nouveaux adultes vont arriver au bout de 3 à 6 jours plus tard. Donc, en général, ça prend à peu près 6 semaines pour développer une génération. Et ces 6 semaines-là, si vous arrivez à l'époque où c'est des larves aux 6 semaines, ben, quand vous mangez une prune, vous y trouvez une petite larve et c'est souvent une larve de charançon. Donc, ça peut être d'autres choses, mais ça peut être ou dans la pomme. Donc, quand vous mangez un petit peu de protéines animales dans votre pomme, c'est ça. C'est souvent une larve de charançon. Et puis, nous, on les mange et eux prennent nos fruits pour des sacs à lunch. C'est en plein Ils ça. rentrent dedans. C'est ça. Donc, c'est d'être le plus rapide sur le sac à lunch. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Garant Botanica est une marque de produits spécialement conçue pour le jardinage. Cette marque comprend une ligne d'outils de jardin incluant des sécateurs, des outils à main, des sarcloirs, des fourches et bien d'autres outils, sans oublier des solutions modulables de jardinage permettant de récolter le maximum de votre espace. Découvrez les outils pensés pour jardiner en tout confort, même dans les endroits restreints. Les outils Garant Botanica accompagnent les jardiniers dans leurs projets. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, on a parlé de cycle de vie. Tu nous as parlé de cycle de vie tantôt des charançons des fruits, mais il y a les charançons des racines. Oui. Alors, eux, ils produisent... Ça, c'est des hypocrites, par exemple. Ben, on peut Ben, le dire comme ça, là. Donc, ils produisent 1 à 2 générations par année. Et les adultes hibernent dans le sol. Donc, c'est les adultes qui hibernent dans le sol. Au printemps, ils vont se nourrir des premières feuilles parce qu'ils en ont besoin avant de s'accoupler. Les femelles vont déposer leurs œufs sur les pétioles des feuilles. Ça, c'est okay. la petite tige qui retient la feuille à la branche. C'est ça, le pétiole. Ils vont faire déposer sur le pétiole. Sur le pétiole. Ils sont tout petits, les œufs, tu ne les vois pas. Et donc, les jeunes larves vont éclore, elles vont pénétrer à l'intérieur du pétiole dans lequel elles vont creuser une galerie. Et la galerie va se rendre jusqu'aux racines. C'est vraiment un champ de bataille. C'est vraiment un champ de bataille. C'est hallucinant. Donc, et elles vont se nourrir exclusivement de la racine jusqu'à quand elles atteignent la maturité. Quand elles atteignent la maturité, okay, elles sont assez grosses, elles quittent la racine et se transforment en nymphes dans le sol. OK? Et là, il va émerger de nouveaux adultes, en général au début du mois de septembre. Et elles vont s'alimenter pour les feuilles à s'hiberner. Donc ça, c'est le processus pour une génération. S'il fait un peu plus chaud, la saison est un peu plus longue, il va y avoir 2 générations parce qu'il va y avoir le temps d'avoir 2 générations. En général, c'est 1, mais ça se peut que ce soit 2. Donc, un petit peu sur les pétioles, ils descendent, puis là, ils bouffent la racine. Et quand on arrache une carotte avec du charançon de la racine, c'est plein de petits vers et c'est pas trop intéressant à manger. Mais en général, il reste assez dans la partie haute et la partie basse et consommable.
Ça reste consommable. C'est ça. Donc, tu partages avec le charançon pour ce qui reste. Si tu interceptes le légume à temps. C'est incroyable. Lui, donc, c'est une prise de guerre. Oui. Le bout de la carotte qui n'est pas touché, tu la manges. C'est ça. Prise sur l'ennemi. Prise sur l'ennemi. Bon, alors comment tu déjoues justement les attaques des charançons? Ramasser les insectes adultes et les détruire, c'est quand même des assez gros insectes. Hein. C'est un petit peu plus petit, je dirais, qu'un scarabée japonais que tout le monde connaît. Là, c'est un peu plus petit. Là, c'est quand même assez gros, un charançon. Ça se voit, ça dépend. Il y en a différentes grosseurs, mais ça se voit. On peut aussi disposer des planches de bois sous les plants, puis en fin de journée, on va récupérer les adultes. Ils vont se protéger. Là, ils vont souvent sortir à noirceur ou à température plus fraîche, là, pour ça qu'on ne les voit pas. Donc, vous mettez une planche de bois, puis en dessous de la planche de bois, quand vous la retournez rapidement, vous allez trouver les charançons, puis vous pouvez les noyer dans une eau savonneuse, là, ou les écraser si vous êtes un peu plus audacieux. Ou méchant. Il y a aussi des nématodes qui se vendent aujourd'hui, qu'on peut introduire, qui vont détruire les larves dans le sol. Les nématodes, rappelle-nous ce que c'est. Les nématodes, c'est des petits vers souvent invisibles, là, qui vont pirater les larves, OK? T'achètes ça. Ça s'achète. Ça s'achète, donc ça se fait. Puis on peut traiter avec un insecticide à base d'ail aussi. Est-ce qu'on peut trouver ça dans le commerce? Non, on fait soi-même. Jamais. Il faut que tu le fasses soi-même. On fait soi-même. C'est encore plate de détruire une culture d'ail parce que ça en demande beaucoup, j'imagine. Mais parce que des fois, il suffit d'une gousse pour détruire tes charançons et d'avoir la paix et d'avoir des carottes à manger. Sans ça, tu n'as peut-être pas de carottes à manger, mais tu as de l'ail à manger. Donc, ça vaut le sacrifice. Ça dépend ce que tu veux. Ça s'appelle tirer une bombe d'ail sur le charançon. Pouf! Ça t'énerve beaucoup, hein, les insectes, là, puis les destructions d'insectes. Mais moi, je vois ça dans ma tête. C'est un scénario. J'aime ça. Tu pourrais nous écrire un petit livre là-dessus, là, un scénario de contrôle des charançons. Ce serait marrant. Maintenant, Bertrand, attention, champ de bataille. Là, ça attaque par le ciel, les voies aériennes et les parachutistes aussi. Ah oui, les mouches. Les mouches. Donc, les mouches qui s'attaquent aux racines, donc il y a des présences de petits tunnels et une destruction des racines qui peut entraîner jusqu'à la perte complète à flétrissement du plant. C'est pour ça que je mets charançon et mouche, parce que quand on regarde les larves, c'est à peu près la même chose. C'est difficile de le savoir lequel c'est quand on n'est pas un entomologiste. De ce coup-là, c'est le bon mot. Oui. Okay. Il y a celles qui s'attaquent aux fruits, aux tiges et aux racines. Donc, il y a des petits trous percés provoqués par les larves sur les organes de la plante. Hein, ils percent des petits trous. Puis, il y a ceux qui s'attaquent aux fruits. Ils peuvent manger le fruit ou occasionner même la chute prématurée des fruits. Est-ce que ça a rapport avec les mouches des fruits qui sont toutes petites? C'est la même chose? C'est pas tout à fait, là. C'est d'autres mouches, là. Oui. Mais c'est aussi des mouches, là, qui vont prendre les fruits puis qui vont les piquer à l'automne, là, qui sont dans les maisons dès qu'on rentre des fruits. Oui, là. C'est la même chose. Oui, et que la solution, c'est quand vous rentrez des fruits, vous mettez un torchon par-dessus et là, ils n'y vont plus parce qu'ils n'ont plus accès. Ils n'ont plus accès. C'est ça, la barrière mécanique que tu prônes, avec les fameuses toiles de protection. Alors, quelles sont les... Oui, c'est ça. Mais c'est avec un torchon à l'intérieur. Un torchon à vaisselle. Oui, un linge à vaisselle. Un linge à vaisselle. Oui. Quand il y a des vieux débats, il y a des discussions entre le torchon et le linge à vaisselle. Oui. On vous racontera ça un autre jour. Alors, les cibles sur lesquelles la mouche s'abat. Alors, pour les racines, c'est les carottes, les l'échalote française, navets, oignons, panais, radis, donc tous les légumes racines. Pour les fruits et les tiges, les fruits, les tiges et les racines, c'est le chou, les semis de carottes. Hein, c'est une mouche des semis de carottes, une mouche spéciale, et des pois, les piments, les poireaux, les poivrons. Okay. Puis il n'y avait pas les semis de haricots aussi? Oui, semis de haricots. Ça aussi, semis de haricots. Et pois. Okay. Et pois, mais oui, d'accord. C'est une mouche qui va attaquer juste ses semis. Quand le haricot est plus gros, elle n'attaquera pas. OK. Et celles qui s'attaquent aux fruits, tous les légumes fruits et tous les petits fruits peuvent en être victimes. Je ne vous donnerai pas une liste détaillée, ça serait trop long. Oui, merci. Parce qu'on serait terrorisé. Oui. Non, mais écoute, une attaque aérienne avec une liste de fous, tu dis, je vais perdre la guerre. Et bien sûr, tout le monde pense à ce fameux film de Hitchcock, La Mouche. Je pense que c'est Hitchcock qui a écrit ça. Je ne sais plus. Mais ils avaient mêlé entre... Mais si c'est pas Hitchcock, c'est un film à la Hitchcock, parce que c'est assez... c'est assez noir, oui. Noir mouche. On peut dire ça. Bon, alors, pour bien identifier l'ennemi volant, ça ressemble à quoi vraiment? Alors, on a parlé des mouches de fruits, les œufs sont minuscules. Hein? Les œufs sont minuscules, hein? OK, donc crème ou blanc. Les larves sont allongées, sans pattes et de couleur blanc-crème. Hein? Et les adultes ressemblent à une mouche, tout simplement. Donc, avec un corps brun foncé à noir, là, c'est une mouche, là, comme on en voit voler, là. Attention, il y a des mouches qui sont bonnes aussi. Toutes les mouches ne sont pas négatives, là. Toutes les mouches ne sont pas
ravageurs. Ravageurs. Puis elles ont un rôle à jouer. Oui. Bon. Même dans le potager. Oui, oui. Même dans le potager, on n'en parle pas beaucoup. Ben, on rappellera que 85% des insectes sont utiles et 15% des insectes sont ravageurs. C'est quand même rassurant. Tu as toujours des rebelles là, qui viennent faire des dommages, mais outre ça... Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, si tu me parles du cycle de vie des mouches qui s'attaquent aux racines cette fois-ci. OK, donc c'est en général 2 générations par année au Québec. Donc elles y bornent sous forme de pupes dans les 10 premiers centimètres du sol. Pupe, sais-tu à quoi ça fait penser? Poupée. C'est enveloppé, c'est vrai que une pupe est enveloppée. Entre la fin mai et le début juin, les adultes vont émerger. Ils s'alimentent puis ils s'accoupent sur des plantes abris. Donc, c'est pas si c'est, mettons, sur des mouches de la pomme ou des mouches de petits fruits, c'est pas sur le petit fruit directement. C'est souvent une plante haute qui est souvent une mauvaise herbe. Les femelles vont féconder. Les femelles, quand elles sont fécondées, vont pondre leurs œufs dans le sol des champs. Par exemple, la mouche de la carotte, elle va aller sur une plante haute, donc à chaud circonflexe TE, donc une plante intermédiaire, une plante, pas abri, c'est autre chose, une plante intermédiaire. OK. Et donc, après ça, une fois qu'elles vont avoir fécondé, elles vont retourner dans le champ de carottes, OK, pour pondre dans le sol. Les œufs éclosent environ après 7 jours. Et là, les jeunes larves commencent à s'alimenter des radicelles, des racines. Oh, ça, c'est pas bon signe. Et les plus âgés vont commencer à rentrer dans les racines et manger la racine. OK? À maturité, elles vont quitter la racine pour entamer la pupaison dans le sol. Une quoi? La pupaison. Donc, elles vont devenir sous forme de pupe. Donc, dans le sol. Les nouveaux adultes vont émerger à la mi-août, à la mi-septembre. Et donnent naissance à des larves, à de nouvelles larves qui vont passer l'hiver sous la pulpe. Donc, il y a 2 générations. Il y a 2 générations. Une première qui va arriver là de août et l'autre de août ne va pas être complétée, mais va donner sa génération de larves, puis de pulpes et qui va rester dans le sol pour repartir l'année d'après. Donc, c'est comme une cocotte, c'est une génération et demie à peu près. C'est comme un cocon. La pupe, c'est comme un cocon. Parce que c'est un terme qu'on n'entend pas souvent. Oui, c'est ça. C'est un terme technique. C'est comme un cocon, en fait. C'est ça, comme le cocon, effectivement, qui va se faire. Donc, ça, c'est pour les aux racines. C'est un scénario, assez dramatique. Oui. Parce que c'est hypocrite, ça laisse les traces, puis l'attaque reprend au printemps suivant. Alors, le cycle de vie maintenant des mouches qui s'attaquent aux fruits. Alors, pour les fruits, c'est une génération par année. L'hibernation sous forme de pupe se fait à l'intérieur du sol. Les adultes vont émerger vers la fin juin, la mi-juillet, donc à peu près c'est à l'époque de la fin de la Saint-Jean. Les femelles vont pondre leurs œufs à l'intérieur des fruits. Les autres aussi, c'est la boîte à lunch, merci. C'est ça. Donc, il y a entre 25 et 100 œufs qui vont être mis dans le fruit, sont déposés individuellement à l'intérieur du fruit. Donc, elles pondent 25 à une centaine d'œufs, un par un, pas en groupe, là, un par un, OK? Je peux vous donner. Elle est travaillante quand même. Donc, la ponte peut s'étaler sur 2 à 3 semaines. OK? Donc, ça peut prendre du temps.
Et puis pendant les 2 à 3 semaines qui suivent, les larves se développent à l'intérieur du fruit et elles s'alimentent bien sûr à l'intérieur du fruit puisqu'elles se développent. Il ne te reste plus rien. Vers la mi-août, les larves quittent les fruits et se laissent tomber au sol. OK? Quand elles sont matures, elles vont s'enfoncer de quelques centimètres dans le sol, environ 5 centimètres. Elles vont se transformer en cocon, en pupe, pour y passer l'hiver. C'est fascinant. C'est fascinant. Outre les dommages que ça cause au potager, l'histoire est fascinante. C'est quand même des cycles, des cycles importants. Donc, c'est pour comprendre un petit peu, là, je vous donne les cycles de vie pour comprendre un peu comment ça fonctionne, là, d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils s'en vont. Là. Donc, c'est pour ça que les rotations sont importantes, là, parce que dans le sol, elles vont rester dans le sol. Et donc, il y a des hivers où elles vont être plus attaquées parce que le sol est très froid, puis les hivers, et avec les changements climatiques, on va le connaître de plus en plus. C'est pour ça qu'on a une recrudescence des insectes souvent, parce que le sol est moins froid, donc elles vont mieux passer l'hiver. Sous question, tu dis de ne pas labourer. On ne retourne plus la terre comme avant en profondeur. Tu le fais en surface à chaque printemps. Là, quand tu les vois, les fameux cocons, oui, tu peux les parce qu'ils sont très visibles. En embrassant ton sol, quand ils sont dans les premiers centimètres, tu les vois. Parce que si tu prends puis tu retournes, tu ne le vois plus parce que tu les mets dans le fond. Fait que tu fais juste brasser. C'est sûr qu'il va mourir, là. Puis ça, c'est des discussions sur le labo, là, qui retourne puis envoie toute la cochonnerie dans le fond, où ça va mourir. Mais il reste quand même que là, quand on le voit, puis on peut voir différentes pupes, là, quand on voit des petites pupes brunes, là, ben on les prend, puis moi, je les écrase. C'est ça. Parfait. Je n'ai pas de problème avec ça. Même si on pensait, si on avait une pensée bouddhiste, je n'ai pas de problème avec ça. Oui, c'est ça. Ça. Je vous laisse la pensée bouddhiste. Comment freiner maintenant le développement des diverses espèces de mouches dont tu nous as parlé? Alors, comme elles arrivent par en haut, un semis ou une transplantation hâtive en installant des filets anti-insectes dès le semis ou la plantation. Okay. Anti-aérien. OK, anti-aérien, c'est ça, puisque les mouches arrivent par en haut, on l'a vu. En début de saison, on peut favoriser la présence des oiseaux qui vont picorer les larves. Puis je dis bien en début de saison, parce qu'en fin de saison, les oiseaux, on les aime un peu moins, parce que là, ils viennent bouffer nos petits fruits puis nos fruits. Donc, il faut trouver l'équilibre. Durant la culture, on détruit régulièrement les plantes infestées. Si on voit qu'il y a des plantes qui sont infestées, on les détruit. On contrôle les mauvaises herbes dans les plantations parce que les adultes s'y réfugient beaucoup. Donc, la question de mauvaises herbes, là, l'herbe devient mauvaise parce que les mouches vont se reproduire sur ces mauvaises herbes. Moi, j'appelle ça maintenant des herbes spontanées pour être plus parce qu'elles ont des effets positifs et des effets négatifs. Ces mauvaises herbes, donc, elles sont spontanées. On va gérer les plantes spontanées. C'est celles qui s'invitent sans que tu leur aies donné une invitation. Voilà. C'est ça, point. Mais elles ont droit. Elles ont droit parce qu'elles font partie de l'écosystème, mais il faut savoir les gérer. Bon, c'est ça. Ou les éjecter. C'est comme un garder intrus. Ou les éjecter, c'est ça. Ça dépend des cas. Bon, lors de la récolte, on laisse le moins de fruits possible au sol. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va donner de la nourriture et ainsi de suite. On ne composte pas les résidus de culture, parce qu'on comprend bien qu'ils sont dans les résidus de culture. Et on peut traiter, par exemple, avec le savon insecticide, la préparation à base d'ail ou le BTK. Donc, on a quand même, pour les mouches, on a quand même des possibilités, là. Donc, le savon insecticide plus au moment où ça va être la larve et le BTK peut-être un petit peu plus tard. À la fin de l'été, le potager est vidé, les récoltes faites, la bataille prend fin pour quelques mois, enfin! Oui, mais, tu dis ça, mais l'ennemi est encore là dans le sol. Comment? Tapis. Caché. Voilà, attendant son heure, et prêt à jaillir dès que la température le permettra. Voilà, alors il faut toujours... Et donc, rotation. Avec les rotations, ça aide beaucoup. Bien sûr, pas sur les fruitiers, là, mais avec les légumes, les rotations, c'est ça que c'est une partie des rotations. En déplaçant, ça ne veut pas dire que les mouches ne vont pas voler un petit peu si vous avez un petit potager, mais ça aide un petit peu, là, ça. Toutes ces petites affaires-là vont aider pour réduire les trucs. Pas les éradiquer complètement, les enlever complètement, ça, on oublie ça, mais au moins les réduire. Voilà. Alors, ça complète ce balado. Merci beaucoup, c'est intéressant. Alors, vous allez sur radiolégumes.com et pour rester informé des parutions, ça, c'est bien important parce que ça couvre large, balado. On parle de tout. Mais oui, on parle de tout. On parle même des insectes, imagine. C'est fou, hein? Oui. Mais c'est pas la vie. Alors, merci à Garant et à Xavier Gervais-Dumont pour la musique et son frère, Charles, pour l'assistance technique. Salut tout le monde. La main au potager à partir de maintenant. Bonne récolte, bonne bataille et bon, comment savourez vos récoltes. Ben oui.
Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.